Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 21 décembre 2018. Nous commençons cette émission avec des images de la parade de Noël à Saint-Noël. Nous vous présentons la trousse qui est remise par la SEC à ceux et celles qui reçoivent un diagnostic de cancer. La prochaine conférence offerte gratuitement aux résidents et résidentes de l'Office municipal d'habitation d'Amqui portera sur les directives médicales. Marlène Villeneuve vous présente le programme de physiothérapie. 2 bénévoles de la Société de la Croix-Rouge vous livrent un touchant témoignage. Chloé Paquette vous met en garde face aux achats compulsifs. Et nous terminons cette émission avec 2 auteurs de la Matapédia. Si t'achètes ça, tu pourrais soutenir ton média local et avoir du fun. Là, mais si tu l'achètes pas, il pourrait t'arriver ça ou ça, ça, puis ça. Super beau! T'es allé où? Chanceuse. Très belle photo. La madame fait toujours sa fraîche avec les autres femmes. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu resterais peut-être chez vous. Oh non! Qui a écrit ça? T'aimes donc ben ça avoir l'air de vergonder. À ta place, j'aurais honte. Ben voyons donc. Écrire de pareilles affaires? T'as pris ton argent où pour faire ton voyage? T'as sûrement trouvé un homme avec de l'argent. Pauvre lui. Il a pas fini de payer avec toi. Qui a écrit ça? Oh oui, je le sais. C'est la femme au restaurant l'autre fois qui m'a dénigré devant tout le monde. Depuis 3 mois, chaque fois que j'écris sur ma page Facebook, elle ajoute toujours des mauvais commentaires. Mais voyons donc. Je vais passer pour qui, moi, là, devant mes amis? Ça n'a pas de bon sens. Mais qu'est-ce que je vais faire? L'intimidation peut se produire dans une interaction où il n'y a pas de lien entre l'intimidateur et l'intimidé, ou même dans une interaction où il n'y a pas eu de contact entre les individus, comme par exemple la cyber-intimidation. Dans ce cas-ci, cette forme d'intimidation constitue un acte criminel. Renseignez-vous auprès des services policiers si vous croyez en être victime. Depuis quelques années, Saint-Noël veut devenir un incontournable pour célébrer Noël et les citoyens et citoyennes de ce village ont encore réussi à nous en mettre plein la vue. Des bénévoles ont déguisé les enfants en lutins avant de les faire monter dans un autobus qui les menait à la parade pour y prendre part. Cette dernière a commencé à traverser le village vers 14 heures. Les mascottes s'en donnaient à cœur joie et prenaient le temps d'interagir avec la foule. Pascal Bérubé en faisait également partie. Une fois la parade terminée, nous étions invités à se rassembler autour d'un feu à l'intérieur d'une immense muraille de neige. À proximité, des jeux gonflables étaient prêts pour accueillir les enfants. Il était même possible de faire une balade en traîneau à chien. Enfin, de tout pour tous les goûts. Encore cette année, Noël se célèbre en grand à Saint-Noël. L'Association du cancer de l'Est du Québec distribue maintenant des trousses bien-être aux patients atteints de cancer qui entament des traitements de longue durée. Nous en discutons avec Nancy Renaud, qui est responsable des services sur le territoire. Madame Renaud, on est ici pour parler d'une trousse que vous avez mise au point, mais ça vient de l'idée d'une autre personne. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette personne? Avec plaisir. Son nom, c'est Judy Martin. C'est une dame de Montréal, mais qui a une maison d'été à Métis-sur-Mer. Cette dame-là, en 2012, a traversé un épisode de cancer. Elle a eu des traitements. Et pendant cet épisode-là, ses sœurs
sœurs et sa famille lui ont offert un sac avec plein de petites choses pour lui permettre de mieux vivre ses traitements. Puis quand elle a eu terminé ses traitements, Mme Martin a décidé de donner au suivant. Donc, elle a créé le Fonds La Cloche. Elle s'est associée à la Fondation du cancer des Cèdres au CUSUM à Montréal. Et elle a décidé de donner des trousses réconfort. Nous, à l'association, on a été en contact avec elle par des personnes qu'on connaissait communes, là, des personnes que toutes les deux on connaissait. Et on a été charmés par la dame et charmés par son projet qui comprend plein de beaux outils là, pour permettre aux gens de se sentir mieux pendant les traitements et de recevoir du réconfort. Donc, on était en lien ensemble et on a décidé de créer un partenariat. Donc, la trousse, l'idée originale n'est pas de nous, c'est Mme Martin avec le Fonds La Cloche qui est responsable de ce projet-là. Nous, on a travaillé avec elle pour respecter son projet, puis y ajouter notre petite touche. Mais justement, il y a des choses qu'il fallait respecter. Oui. Il y a, entre autres, la petite doudou ici. Oui, la couverture de Polar, ça, c'était non négociable. Mme Martin nous a dit, on peut négocier sur bien des choses, mais la couverture, c'est non négociable. Faut comprendre que dans les cliniques de chimiothérapie, souvent, la température est très basse pour pouvoir permettre aux gens, pour que les odeurs soient moins présentes. Les gens, comme ils ont des traitements, souvent, les odeurs vont les affecter un peu plus. Donc, en diminuant la température, il y a plus de confort au niveau des odeurs. Par contre, c'est très froid. Donc, Mme Martin nous a dit, ça prend la couverture. Et cette couverture-là, elle est spéciale. Elle est grande, premièrement. Elle est vraiment en polar de qualité et on ne pouvait pas jouer là-dessus, puis on était tout à fait d'accord. Et il y a une grande poche pour pouvoir mettre nos pieds. Donc, les pieds sont toujours au chaud. Et il y a une pochette sur le devant ici, un coup qu'on est bien emmitouflé dans notre couverture, pour pouvoir mettre une revue ou une tablette électronique. Donc, cette couverture-là, elle est merveilleuse pendant les traitements, mais elle est merveilleuse aussi chez nous en fin de journée pour écouter un bon film. Et puis, il y a d'autres éléments. Je pense que la bouteille d'eau, c'est signe qu'on a souvent soif. Oui, mais c'est surtout que les gens qui sont en traitement de chimiothérapie ou d'immunothérapie doivent boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines qu'ils n'ont pas besoin d'avoir dans le corps. Donc, oui, ils doivent boire beaucoup d'eau. Puis, la bouteille a vraiment été choisie pour que ce soit le plus facile à utiliser. Ça va au lave-vaisselle. Ils n'ont pas besoin de faire des mouvements trop comme ça pour pouvoir boire, puisqu'il y a une paille. Parce qu'il faut penser à plein de petits détails comme ça quand on commence à sortir une trousse de ce genre-là pour faciliter la vie de tous et chacun. Mm-hmm. On a aussi un petit carnet de notes avec un crayon. C'est parce que les gens, pendant qu'ils sont en traitement, à chaque fois qu'ils vont à leur traitement, ils reçoivent une quantité phénoménale d'informations, plein de spécialistes, d'intervenants qui viennent les rencontrer pour leur donner de l'information. Donc, on trouvait ça important qu'ils puissent avoir un petit carnet. J'ai même entendu un patient me dire « Ah, je vais pouvoir écrire mes pensées ». Donc, ça peut servir à ça. Après ça, chaque patient choisit ce qu'il veut faire avec. Le crayon, c'est un crayon bannière. Donc, à l'intérieur du crayon, on peut tirer là, une petite bannière, puis ça nomme tous les services que l'association peut offrir à la clientèle. Donc, c'était une façon aussi pour nous de leur dire, on est avec vous après la trousse si vous avez besoin, là. Donc, on a également des petites menthes parce que les gens ont souvent un petit goût métallique dans la bouche pendant les traitements. Et c'est bien de saliver aussi. Des fois, il y en a qui vont avoir la bouche très sèche. Donc, les petites pastilles, ça leur permet de garder un peu de fraîcheur et de changer le goût qui est métallique de la bouche. Mm-hmm. On a aussi, ça c'est notre petite touche dans l'Est du Québec, on a ajouté un cahier de mandala avec des crayons de couleur. Parce qu'on se disait, les traitements, ça peut être long. Il y en a que c'est 1 heure ou 2, mais il y en a que c'est 8 heures. Hein. Un traitement de chimiothérapie, c'est une journée complète. Donc, on se disait, ce serait le fun qu'ils puissent se changer les idées. Souvent, les gens vont arriver avec leur musique ou avec leur tablette, puis tout ça, mais on s'est dit, et on sait très bien que faire des mandalas, c'est un côté très méditatif. Hein. Pendant qu'on est en train de faire quelque chose de beau, on n'est pas en train de penser à nos traitements, on n'est pas en train de penser à la maladie, on est juste en train
de savourer le moment présent. Donc, on a rajouté des cahiers de mandala pour ça. J'ai un monsieur qui a eu la trousse qui m'a tout simplement dit, moi, je le colorierai pas, le mandala. J'ai dit, ah non? Il dit, non, moi, juste regarder les images, ça va me faire voyager. Mais j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit, c'est merveilleux, il y en a pour tous les goûts. On a aussi le sac lui-même, hein, parce que c'est un sac qui est très grand. On l'a mis assez grand pour que les gens puissent y rajouter ce qu'ils voulaient. Puis c'est un sac qui est lavable, hein, laveuse-sécheuse. On trouvait ça important aussi parce qu'on traîne ce sac-là un peu partout. Et le plus important dans cette... Oui, j'avais hâte d'y arriver. C'est le plus important parce que c'est là que la trousse réconfort prend tout son sens. C'est qu'on a des enfants dans toutes les écoles de l'Est du Québec qui nous ont fait des cartes. Donc, ils ont dessiné, ils ont colorié et qui ont écrit un petit message à l'intérieur pour souhaiter un prompt rétablissement, un bon courage aux personnes qui sont touchées. Et ça... Les gens, quand ils voient la trousse, quand ils la reçoivent, ils sont émerveillés, ils trouvent ça merveilleux, c'est bien utile, etc. Mais quand ils voient la carte, là, on a fait tout le sens qu'on voulait donner à cette trousse-là. Elle est dans cette carte-là. Puis je remercie toutes les écoles qui participent. On a des petits-enfants, des petits bouts de chou de 5 ans qui sont en maternelle, qui savent pas écrire leur nom, puis qui ont signé avec leurs mains dans la gouache. On a toutes sortes d'affaires. Puis j'invite les écoles à participer si vous avez le goût de venir, de nous envoyer vos cartes. C'est clair que ça va faire la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, et on en a toujours besoin. On pense offrir environ 2000 trousses par année dans tout l'Est du Québec. Donc, juste à Amqui, je pense que c'est une centaine par année. Oui, tout à fait. On évalue à peu près une centaine de trousses qui vont être mis à Amqui à chaque année. Mm-hmm. Alors, vraiment, ce petit cadeau-là, puis je pense aussi qu'il y a un monsieur qu'on peut voir en vidéo qui reçoit la trousse, puis... Oui, si vous allez sur notre portail vers le mieux-être.tv, on a une petite... au début de la conférence, là, pour lancer les trousses, vous allez voir un petit vidéo là, qui fait la promotion de la trousse, et c'est le premier monsieur de l'Est du Québec qui a reçu la trousse, puis c'est vraiment touchant de le voir. Ce que je veux pas oublier de mentionner, c'est que si on est capable d'offrir ces trousses-là, c'est qu'on a eu la chance, par aussi l'intermédiaire de Mme Judy Martin, d'avoir le soutien financier de la Fondation Molson qui nous a offert un don de 125 000 $ pour qu'on puisse développer la trousse, faire la commande des premiers outils. Donc, si on n'avait pas eu cette fondation-là pour nous offrir un très beau montant, on ne serait pas en train de la lancer partout dans l'Est du Québec en même temps. Donc, c'est très, très important de pouvoir les mentionner. Oui, parce que vos sous, vous les amassez, entre autres, avec Tête à prix, des choses-là. Tête à prix, c'est vraiment populaire ici dans la vallée. Ça a-tu bien fonctionné cette année? Je penserais que oui, là. J'ai pas les détails, mais oui, le défi Tête à prix, de façon générale, cette année a été très, 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 très lucratif pour nous. Ça nous a permis d'amasser beaucoup de sous. Oui, l'association, c'est un budget de 2,5 millions par année pour offrir des services dans l'Est du Québec. Et il faut aller chercher à travers les dons des gens, nos activités de financement qu'on a toute l'année, environ 1,5 million annuellement pour être capable de pouvoir offrir tous les services. Des fois, les gens ont l'impression que comme on est une grosse association, on couvre un très grand territoire, on est riche. On fait pas pitié. On a le soutien de la population derrière nous, mais c'est un défi annuel. Nous, au 1er janvier de chaque année, le compteur du financement est à 0 et on repart à 0 et il faut aller chercher les mêmes montants. Puis le gouvernement, là, les ministères de la Santé, etc., c'est environ 15 % de notre budget qu'ils nous offrent. Le reste, c'est par vos dons, c'est par toutes les activités de financement qui sont réalisées à travers l'Est du Québec, par les gens qui sont solidaires du mieux-être des personnes qu'on est capable de réaliser notre mission. Et puis, c'est possible de donner, c'est possible de devenir aussi bénévole, je crois. Oui, tout à fait. On a 2400 bénévoles sur tout le territoire de l'Est du Québec. Puis, s'ils n'étaient pas là, ben on peut même pas imaginer. On n'existerait pas, l'association. Vous savez, l'association, ça fait environ 35 ans, un peu plus de 35 ans qu'elle existe. Puis, c'est un mouvement citoyen. C'est des patients avec des oncologues du temps, dont Dr. Georges Lévesque, qui est un oncologue qui a travaillé longtemps à Rimouski, qui
qui est retraité depuis très peu de temps et qui est membre fondateur de l'association, qui est encore au sein du conseil d'administration très actif. Donc, c'est ces patients-là, avec Dr Lévesque et d'autres personnes là, qui ont travaillé très fort pour que le service de chimiothérapie reste à Rimouski il y a environ 35 ans, parce qu'à ce moment-là, dans l'air du temps, on devait envoyer tous les gens à Québec ou à Montréal. Donc, il a fallu que ces gens-là se battent et ils ont réussi. Et maintenant, maintenant, les gens sont traités partout dans l'Est du Québec. C'est décentralisé grâce au soutien de la clinique de chimiothérapie, entre autres, puis de l'oncologie ici à Rimouski, puis des oncologues qui vont faire leur tournée à travers tout l'Est du Québec là, pour pouvoir permettre aux gens d'avoir leur traitement chez eux. Donc le mouvement solidaire, de la solidarité des gens, c'est depuis 35 ans, c'est ça qui fait qu'on est capable d'avoir des services de qualité qui sont sécuritaires et qui sont accessibles pour la clientèle. Et puis, ça fait toute la différence aussi dans le traitement, d'avoir des petits soins comme ça, là, en dehors de la chimio. Bien, tout à fait. Mais on a besoin, quand on est touché par la maladie, on a besoin d'une multitude de soutiens. Et puis, les besoins sont grands. Il y a, oui, tout l'aspect médical, tout l'aspect physique, je vais dire, mais tout l'aspect psychologique, social, financier aussi. Les gens ont on parle maintenant de toxicité financière, c'est-à-dire que d'avoir un diagnostic de cancer, ça a un impact à court, à moyen, mais à long terme au niveau financier. Les gens, des fois, vont vraiment se retrouver dans des situations vulnérables et précaires. Ça existe encore aujourd'hui des gens qui doivent choisir entre manger ou payer ses médicaments. Donc, nous, on a un fonds aussi qui nous permet d'aider les gens qui sont les plus vulnérables. Là, tous les outils qu'on offre dans la trousse, mais tous les services qu'on offre sont là pour accompagner les gens, peu importe où ils sont dans la maladie. Maintenant, on parle d'une maladie chronique en oncologie. Il y a des gens qui vont vivre de très, très longues années avec une très, très belle qualité de vie, mais avec la maladie. Il y en a que ça va être une très courte période dans leur vie, mais les impacts quand même de la maladie peuvent rester pendant toute leur vie. Donc, il faut être capable de les accompagner, ces personnes-là, dès l'investigation. La période d'investigation, c'est très anxiogène, hein, de ne pas savoir, d'être toujours en attente des résultats, de passer une batterie de tests qu'on ne comprend pas toujours. Après ça, il y a le choc, bien sûr, du diagnostic. Puis après ça, il y a toutes les étapes d'adaptation avec les traitements, après les traitements. Après les traitements, là, quand l'oncologue nous dit « Bon, les traitements sont terminés, on se revoit dans 3 mois. Merci, bonne journée. » Mais pendant 3 mois, il y a des gens qui se retrouvent chez eux puis qui, là, ils comprennent. Ils se retrouvent devant rien. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont été bien accompagnés par une équipe médicale qui est merveilleuse. Mais là, on se voit dans 3 mois. Bien, souvent, l'association, c'est là qu'elle va faire, elle va prendre le relais avec toutes les activités psychosociales, avec notre service d'agente de relations humaines, avec le service chez Martine qui fait de la vente et de l'ajustement de prothèses mammaires et de vêtements adaptés, le don de petits chapeaux, le prêt de prothèses capillaires, bref, une panoplie de services, toutes nos web-diffusions qui permettent aux gens d'avoir accès à de l'information, à des outils, à des activités, peu importe où ils sont dans notre région, au moment où ils en ont besoin et de façon gratuite. Donc, les besoins sont différents d'une personne à l'autre et vont évoluer d'une personne à l'autre différemment selon les étapes qu'ils vont vivre puis comment va évoluer la maladie ou la guérison. Là. Vous êtes vraiment important dans la vie de ces gens. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, on va sur le site. Bien sûr, on vous invite à visiter le www.aceq.org. Vous pouvez appeler aussi sur notre ligne sans frais, 1-800-463-0806, ou présentez-vous à l'hôtellerie tout simplement. On est accueillant, on va vous prendre comme vous êtes. Venez poser vos questions, appelez-nous. Ça se fait de façon totalement confidentielle et ça va nous faire plaisir. C'est autant pour les proches que pour les personnes atteintes. Je tiens à le mentionner parce que parfois, les proches ont davantage besoin d'aide que la personne touchée. Et merci beaucoup pour tout votre temps. Merci. Merci de nous avoir accueillis. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes ainsi qu'à leurs familles et amis de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets.
Le 14 janvier, on parle l'année en force avec les directives médicales anticipées et les soins de santé en fin de vie. Effectivement, nous aurons la chance d'accueillir Vincent Paradis, qui est notaire au Centre de justice proximité du Bas-Saint-Laurent. Celui-ci va venir informer les gens quant au concept de consentement aux soins de santé. Par la suite, Vincent abordera les directives médicales anticipées et leurs différences avec le testament biologique et les formulaires portant sur les niveaux de soins. Finalement, il nous parlera de l'aide médicale à mourir, le volet de la loi concernant les soins de fin de vie qui fait couler beaucoup d'encre depuis son entrée en vigueur. Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. Dans le cadre de la semaine thématique en technique de physiothérapie, voici Marlène Villeneuve qui vous décrit l'ensemble du programme. Donc, Marlène, on est rendu dans les côtés techniques qui se déroulent sur 3 ans, là, pour la plupart, ou 3 ans, hein, une technique sur 3 ans. Donc, vous offrez 3 techniques ici au CEMEC. On va commencer avec la technique de physiothérapie, qui est quand même votre dernière technique née au CEMEC. Hein? Parlons un peu de qu'est-ce qu'on voit quand on s'inscrit en physiothérapie. En physiothérapie, premièrement, c'est ça. C'est la technique, il faut la distinguer du programme universitaire. Okay. Donc, les techniciens en physiothérapie ou les thérapeutes en réadaptation physique, c'est aussi comme ça qu'on peut les appeler. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont assister le physiothérapeute avec les plans de traitement. Donc, principalement, ils vont avoir différentes clientèles là, qui ont différentes difficultés. Mais il y a certaines problématiques à laquelle là, ils vont pas trop s'attarder. Ça va être plus au niveau des physiothérapeutes, là, qu'ils ont un niveau là, plus spécialisé, là, dans le fond, pour ça. Mais bref, c'est ça. Donc, ce qu'ils vont voir à l'intérieur de ça, là, donc les personnes qui s'inscrivent là-dedans, ils vont voir beaucoup de physiologie, donc de biologie, l'anatomie. Fait qu'on apprend tous les muscles et les os qu'on a dans le corps humain, ce qui est beaucoup. Hein, fait que, donc, beaucoup de par cœur, surtout dans la première année, là, ça travaille très fort, là, pour ça. Donc, tout ce que la biomécanique, hein, l'analyse du mouvement en tant que tel, comment ça se fait, là, comment est-ce qu'un bras peut faire ce genre de mouvement-là. Je ne suis pas nécessairement spécialiste pour ça, l'expliquer, je ne saurais pas. Mais oui, c'est ça. Donc, les différents mécanismes qui sont associés à ça. Puis, ensuite de ça, comme en deuxième année, on rentre un petit peu plus là, dans l'intervention auprès des différentes clientèles, les différentes problématiques qu'on peut retrouver. Par exemple, un déficit musculaire ou bien des personnes qui ont des problématiques au niveau vasculaire, par exemple. Donc, ça, c'est des différents exemples. Puis, au niveau de la rééducation, après ça, comment arriver à retrouver c'est quoi leur capacité. Donc, c'est ça. Fait que ça va du plus théorique dans la première année à de plus en plus pratique. Mais dès la deuxième session, là, les étudiants, ils rencontrent la clientèle. Okay. Ils font des classes d'exercice avec des personnes, par exemple, je sais plus si c'est en aquaforme, ou en tout cas, c'est vraiment du côté là, de la piscine là, okay. Qui vont faire ça. Donc, pour des personnes qui ont des besoins vraiment particuliers. Okay. Donc, différents exercices pour ça. Donc, c'est vraiment d'élaborer un plan de traitement, là, puis de suivre la personne, suivre leur évolution, prendre les différentes données par rapport à ça. Donc, sur les 3 ans, j'imagine qu'il y a des stages en milieu de travail aussi. Les jeunes, est-ce qu'ils sont appelés à quitter la Matapédia ou il y a des stages la plupart des stages peuvent se faire ici? Tout d'abord, on a l'enseignement clinique en 4e et 5e session, que ça, c'est 10 heures par semaine que les jeunes doivent faire. Puis ça, c'est dans la Matapédia ici. Okay. Donc, on a soit en clinique privée ou à l'hôpital ou à Marianne-Ouellette. OK. Puis bon, ils alternent, là, ils voient les 3 milieux, là, vraiment. Et puis, ensuite de ça, en 6e session, là, c'est un stage à temps plein. Okay. Fait que là, c'est vraiment, là, 30 heures semaine, là, de stage dans différents milieux, là, qu'ils peuvent choisir.
Et puis, est-ce qu'ils peuvent faire ici? Oui, en partie. Mais il y en a beaucoup qui vont retourner aussi. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup de notre clientèle qui vient de l'extérieur. On fait venir pas mal de jeunes ici, mais ils ne restent pas tous. Puis c'est normal aussi parce que c'est pourquoi qu'on a le programme, c'est pour desservir l'Est du Québec. Fait que, parce que sinon, l'autre programme, l'autre cégep qui l'offre le plus proche, c'est à Garneau, à Québec. Donc, fait que c'est pour ça qu'on répond aux besoins. Fait qu'on a plusieurs qui viennent, par exemple, la baie des Chaleurs, Gaspé ou la Côte-Nord, certains, un petit peu moins, là, mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a plusieurs qui retournent par chez eux aussi, là, par la suite, là, pour faire leur stage, puis après ça, ben, ils s'insèrent sur le marché du travail. Là. Oui, parce qu'avec ce deck-là, en fait, on peut travailler après. Là. On fait nos 3 ans d'école, on est sur le marché du travail. Je pense on a pas mal dépeint, là, clinique privée, en centre hospitalier, en maison de personnes âgées. Y a-t-il d'autres places où les gens peuvent travailler quand ils sont techniciens en réadaptation physique? Je dirais que c'est surtout ça. Donc, ouais, c'est au niveau du bureau privé. Ce qui est important à savoir aussi, c'est peut-être la clientèle ne peut pas aller consulter directement un thérapeute en réadaptation physique, par exemple. Il faut toujours qu'il ait passé par un physiothérapeute avant ou un médecin, je crois aussi, là, qui peuvent référer pour après ça aller vers vraiment les plans d'exercice en tant que tel. Là. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, ils sont encadrés, ils ont un physiothérapeute ou une physiothérapeute qui n'est pas trop loin, là, également. Ouais. Et ils peuvent aussi également aller à l'université s'ils ont encore soif d'apprendre. Oui, il y en a quelques-uns qui se poursuivent, par exemple, en physiothérapie directement. Il y a certaines passerelles là, qui peuvent y donner accès, là, en autant qu'on va chercher certains préalables au niveau du cégep. Puis, bon, il y en a d'autres qui s'intéressent à la kinésiologie. On a des jeunes... il y en a plusieurs qui viennent ici par intérêt pour le sport. Puis, bon, mettons qu'ils se sont entraînés, ils se sont déjà blessés, ils ont déjà reçu des traitements, donc ça leur a ouvert l'idée. Ben, peut-être qu'on pourrait faire ça. Il y en a qui veulent devenir thérapeute sportif. C'est sûr que c'est pas la majeure partie de la clientèle qui va se retrouver des emplois de ce genre-là. C'est un milieu que je n'avais pas pensé. Mais il y en a quelques-uns là, qui peuvent se retrouver là-dessus. Fait que le volet, c'est ça. Donc, le volet sportif va en intéresser, d'où, c'est ça, il y en a qui vont poursuivre peut-être en kinésiologie, par exemple. Puis, bon, c'est sûr qu'on peut aller dans toutes sortes d'autres domaines également, là, ouais. Est-ce que vous avez un bon taux de placement suite à un deck comme ça? Les jeunes qui graduent ici, ils se trouvent un emploi? Moi, de ce que j'ai entendu parler, c'est tout le monde qui se cherchait un emploi là-dedans, là, ils ont trouvé là, assez facilement. Là. Qu'est-ce que ça prend comme préalable au secondaire pour avoir accès à ce programme-là? Il faut avoir la physique de 5e secondaire, donc c'est bien important. Puis les mathématiques, ben là, faut faire attention un petit peu, ça dépend un peu de... Si on est une jeunesse du nouveau programme, ben là, c'est les mathématiques de base de secondaire 4, mais si on était dans les anciens programmes, c'est les mathématiques 436 qui étaient demandées, qui sont encore demandées si on a fait l'ancien programme-là. Fait que ça, c'est là à l'admission qu'il faut vérifier ça, là. Mais c'est ça, physique de 5e secondaire, là, parce qu'on a beaucoup... on fait beaucoup appel à la physique, hein, dans la biomécanique, mais aussi dans l'électricité. Ils font des traitements par électrothérapie. Là, donc, les jeunes qui s'inscrivent en technique de physiothérapie, ils s'attendent à quoi comme charge de travail? Là, je veux dire, est-ce que c'est un deck... c'est pas à l'image d'un préuniversitaire où on se la coule un peu douce, là? Sans dire qu'on se la coule douce en préuniversitaire, mais oui, c'est un programme qui est assez chargé. Je dirais, là, on peut compter sur une 30aine d'heures par semaine de cours. Là-dessus, il faut rajouter l'étude. Aussi le travail personnel, l'étude, la pratique aussi, parce qu'ils ont beaucoup de labos pratiques à faire, des examens pratiques, donc il faut se pratiquer pour ça. Donc, fait que c'est ça, c'est un programme qui est assez chargé. Il y en a plusieurs qui le complètent en 4 ans. Soit dès le départ parce qu'ils se sont dit, ben là, moi, c'est ça, je le mets en 4 ans, ou bien parce que, bon, ils ont eu un échec à un cours, puis là, ben, à cause des préalables d'un cours à l'autre, ben là, ça finit par débouler là, sur 4 ans. Fait que c'est quand même, je dirais qu'il y en a quand même beaucoup qui le font en 4 ans. Sinon, il y en a d'autres aussi qui ont... on a plusieurs qui ont été faire
un autre programme avant, puis qui sont en réorientation, puis ils choisissent d'aller vers physiothérapie. Alors, eux autres aussi, ben, ils vont être amenés, là, souvent, ben, ils ont moins de formation générale à faire à ce moment-là. Ils n'ont pas leur français, philo, anglais, tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus facile, si on veut, là, en termes de charge de travail, en termes de temps. Là, pour eux, là, c'est plus des sessions de peut-être 22 à 25 heures. Okay. Mais oui, quand même, c'est une grosse technique. C'est certain qu'il faut aimer le volet scientifique, évidemment, le volet très d'apprentissage de par cœur. Ça, faut être habitué. On s'habitue à le faire. C'est certain qu'on accompagne les jeunes aussi pour ça. Si je m'inscris en physiothérapie, est-ce que automatiquement je rentre au cégep en septembre en physiothérapie ou... Il y a un petit contingentement. Okay. C'est sûr, ça dépend des années. Ça va dépendre du nombre de demandes qu'on va recevoir. Cette année, puis depuis 2 ans à peu près, on n'a pas vraiment contingenté. On a encore ouvert au 2e puis au 3e tour au niveau du SRAC. Donc, disons, nos derniers admis avaient peut-être des moyennes d'environ 60 à 65 %. Fait que c'est des dossiers peut-être un petit peu plus faibles. Oui. Donc, c'est sûr. Fait que, mais si on reçoit plus de demandes, ben là, il faut contingenter. Alors, c'est sûr que c'est préférable de faire, si on pense peut-être à aller s'inscrire là-dedans, de faire une demande avant le 1er mars pour pouvoir s'inscrire là, pour l'automne à ce moment-là. Donc, mais c'est comme je dis, c'est pas un très, très gros contingentement si on se compare, mettons, là, à Québec ou bien à Montréal. Là, ils vont recevoir beaucoup plus de demandes. Là. OK. Fait qu'on a plus de chances en s'inscrivant au CEMEC d'être accepté. Oui. Puis en fait, on est souvent un plan B pour plusieurs personnes de Montréal ou de Québec, là, si jamais. Puis bon, c'est comme ça. On l'assume puis on les prépare bien, là, je crois aussi. Mais d'ailleurs, en tout cas, j'ai entendu dire là, qu'on a une bonne réputation dans le milieu aussi, là, en termes de formation, là, que les étudiants du CEMEC, là, quand ils sortent de là, sont fin prêts. Là. Ça, c'est clair. C'est bien ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté la technique de physiothérapie. Merci beaucoup. En cette période où l'on cherche toujours le plus beau cadeau à offrir, voici 2 bénévoles pour la Société de la Croix-Rouge qui vous suggèrent d'offrir la vie. Alors récemment, Thérèse et moi, on a été mobilisés pour une intervention sur un lieu d'incendie, 6 logements, pour lesquels il y avait à l'intérieur du logement incendié un rassemblement. C'était une fête familiale. Et puis, les gens avaient été déplacés vers une résidence près du lieu d'incendie. Donc, on s'est déployé pour aller rencontrer les sinistrés à cet endroit-là, procéder à l'analyse des besoins de cette famille de 6 personnes, en fait, qui avaient besoin de notre support pour combler différents besoins. Et puis, soudainement, dans les gens qui étaient en attente, il y a une dame, une invitée, en fait, de la famille sinistrée qui a eu un malaise. Et on a été, à ce moment-là, interpellés par les gens en nous disant « On a besoin d'aide. Venez tout de suite, on a besoin d'aide. » Donc, on s'est levé la tête, on a regardé ce qui se passait. On a vu qu'il y avait une dame qui semblait inconsciente dans un fauteuil. Qui était inconsciente et en détresse aussi respiratoire. Et rapidement, on est intervenus, José et moi, parce qu'on a réalisé qu'elle ne respirait plus, qu'elle n'avait plus de pouls non plus. Alors, on a dû intervenir pour le massage cardio-respiratoire, la réanimation cardio-respiratoire, rapidement. Ça s'est fait spontanément. On s'est regardé, on s'est parlé des yeux. Et puis, on a procédé à une série de 30 compressions. Et puis, on a eu le bonheur quand même de voir la dame réagir dès la première série de 30 compressions. C'est efficace, donc. Et puis, donc, l'espèce de grand soupir de... Et là, j'ai dit à Thérèse, arrête, elle est de retour avec nous, inconsciente toujours, mais elle est de retour avec nous. On pouvait sentir un pouls faible. Donc, on a surveillé ses signes vitaux par la suite et on s'est déployé pour aller chercher
un défibrillateur pour pouvoir pallier éventuellement s'il y avait encore des complications au niveau cardiaque. Cette journée-là, Thérèse, on a fait une différence. Oui. On a fait une différence dans une communauté, Oui. dans la vie d'une famille, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un époux. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et vise à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé va parler des achats compulsifs. C'est un peu comme une drogue, je dirais. Oui, bien ça fait un peu le même effet effectivement dans le cerveau. Hein? Ça vient exciter l'électricité. Là, on peut vivre des highs et des downs reliés aux achats, mais il faut se rappeler que c'est pas tant l'objet qui nous fait vivre quelque chose que la relation qu'on a avec l'objet. Donc oui, ça peut devenir une drogue. En fait, ce qui va faire qu'on va développer des fois la compulsion ou encore des addictions avec d'autres matières. C'est parce que souvent, ça va venir combler quelque chose. Hein? On va venir se guérir, si on veut. Là. Tant qu'on le sait pas, ben on continue, puis on continue. Ben c'est ça. Et ben la consommation peut effectivement porter à ça. Donc, venir créer des émotions très intenses. Et c'est ce qui va faire qu'on va continuer et recommencer, en fait, un peu le pattern. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a un high puis ensuite un down? Bien, en fait, chaque personne va le vivre différemment. Il y en a qui vont vivre le high vraiment parce que c'est comme si, quand j'effectuais un achat, je me sentais complètement en possession. J'ai eu un pouvoir. Il faut se rappeler de ça. Le pouvoir d'achat, des fois, quand on se trouve à être sans le sou, avec très peu de capacité d'achat, on se sent un peu dépossédé. C'est comme si on ne faisait pas partie du monde. Tandis que quand on a des moyens, on nous donne beaucoup de pouvoir et on s'en donne aussi, parce que j'ai la capacité d'accepter ou de refuser selon mon portefeuille. Alors, c'est très... ça donne quelque chose et c'est encore plus important si on vit, disons, avec moins d'argent, la fois qu'on va s'acheter quelque chose qui est moins prévu, qui est peut-être pas, mettons, de l'ordre alimentaire, des choses comme ça peut venir créer un high très intense parce c'est comme si on avait du pouvoir sur quelque chose que des fois, on a de la difficulté à avoir. Puis des fois, ben il faut pas aller magasiner pour magasiner. Ça, c'est dangereux. Ça, j'appelle ça courir après le trouble. Parce que la compulsion à l'achat, puis il y a la compulsion, il y a l'impulsion. Hein, il y a différents modes. Là, c'est sûr qu'on peut être tenté d'acheter quelque chose sans y avoir vraiment réfléchi, mais si c'est un mode de fonctionnement régulier, c'est là qu'il faut vérifier, il faut faire attention. On peut se poser des questions qui vont nous aider à voir, est-ce que je suis quelqu'un qui a de la compulsion à l'achat? Est-ce que je fais des achats importants sans évaluer mon achat, sans comparer les différentes options? Est-ce que je passe mon temps à feuilleter des catalogues ou des circulaires et à faire « Ah oui, c'est une bonne idée. Ah, je devrais aller me chercher ça et y aller » et se créer des besoins au fil de ce qu'on voit et non de ce qui vient de notre quotidien, de nos idées. Là. C'est vraiment, on se laisse influencer par l'extérieur. Est-ce que pour vous, magasiner est un loisir? Si vous ne savez pas quoi faire la fin de semaine, vous dites « Ah, je vais aller magasiner », c'est possible là, qu'on tire la corde, hein? Un petit peu. Est-ce que j'ai un placard plein de vêtements non portés, une bibliothèque de livres non lus, un sous-sol de trucs dont je ne me rappelle plus que j'ai, mais il est rempli? Puis ça, il faut faire attention à l'accumulation aussi. Est-ce que je rationalise mes achats parce que je les ai achetés en solde ou usagés? Ah, c'est pas grave.
Il y avait 70 de rabais. Oui, mais vous avez dépensé 30 restant, là. C'est pas parce que c'est un rabais qu'il faut absolument l'acheter. Si j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Est-ce que j'achète des choses pour d'autres personnes? Des fois, je rencontre des gens, c'est jamais pour eux. Il n'y a pas de problème pour l'achat, mais ils passent leur temps à acheter des trucs puis à les donner aux autres, soit pour les impressionner, soit pour leur plaire, soit tout simplement pour... Ben, pas... Faire comme les autres. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je suis généreuse, je suis quelqu'un qui aime donner. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, si magasiner nous remonte le moral ou si c'est pour nous calmer les nerfs, on remarque beaucoup l'émotion reliée à l'achat. Fait qu'il faut se questionner sur ça. Faut pas se culpabiliser. C'est de s'en rendre compte, de dire, OK, comment je fonctionne quand je décide de faire des achats? Puis qu'est-ce que je pourrais faire qui va peut-être me faire plus de bien qu'acheter quelque chose, puis qui va donc me permettre de moins dépenser, ou en tout cas dépenser pour les bonnes choses. Puis des fois, ramasser son argent pour quelque chose, ben là, ça nous permet de dire, ben oui, je le désire vraiment. J'ai ramassé mon argent pendant tout ce temps-là pour l'avoir. Absolument. Le temps va nous faire tester, en fait, le besoin ou le désir réel de ce qu'on convoite. Effectivement, si ça passe l'épreuve du temps, bien, probablement que quand on va se procurer le bien, on va d'abord plus le savourer, mais il va aussi durer plus longtemps, puis il ne se ramassera pas dans le fond du garde-robe au bout de 2 semaines. Puis ça, c'est au niveau de l'objet, mais il faut aussi se rappeler que pour se faire plaisir, au-delà de l'objet, c'est aussi de se créer des moments, des événements. La période des fêtes est un très, très bon moment où on se dit « Ah, ben là, on se laisse envahir par la musique, l'ambiance, achetons des cadeaux, emballons et tout. » Mais il faut se rappeler que ce dont on se rappelle, ce dont on aime le plus, c'est l'événement. Si on n'organisait aucune fête et qu'on faisait juste se donner des cadeaux, je sais pas si ça serait aussi intéressant que de ne pas se donner de cadeaux, mais faire une fête ensemble. Fait qu'il faut aussi se ramener à ça. Puis c'est peut-être là qu'on va venir mieux mixer les émotions qu'on vit avec des choses qui nous plaisent et puis ben moins consommer par la même occasion. Puis il y a moyen aussi de se faire un budget et de voir quel argent on a pour dépenser finalement. Ben oui, ça va toujours être plus facile. Puis si vraiment là, c'est difficile pour nous de s'empêcher de dépenser là, à chaud là, comme ça, ben on pourrait peut-être au moins se dire ben je vais me budgéter un montant et je peux le dépenser n'importe où, n'importe quand je veux. Mais une fois que c'est dépensé, on ne touche plus au reste. Comme ça, ben au moins, on s'assure d'un équilibre financier, là, au moins pour ce bout-là. Et à la CEF, vous pouvez nous aider pour ça. Absolument, toujours. Merci beaucoup, Chloé. Ça fait plaisir. À Causaticale, en août dernier, il y a eu le lancement de ce livre, La fin d'un chapitre, et nous rencontrons l'auteur aujourd'hui. Alexandra, tu es une écrivaine, une toute nouvelle écrivaine ici dans la Matapédia, mais ça faisait quand même longtemps que tu avais écrit ton livre et tu l'as réécrit. Parle-moi de pourquoi tu as décidé de réécrire comme ça. C'est un livre que j'ai écrit quand j'étais adolescente. J'avais 14-15 ans et je l'ai ressorti il y a 2 ans. Puis j'ai toujours eu le rêve de publier, mais ça a toujours été « Ah, plus tard, je vais le faire, plus tard, je vais le faire, plus tard. » Mais là, je me suis dit « C'est maintenant. » Fait que j'ai retrouvé cette histoire-là, je me suis dit « Ah, ça pourrait peut-être être assez bon pour l'envoyer. » Donc, je l'ai retravaillé, je l'ai écrit au complet par ordinateur, puis je l'ai retravaillé du début jusqu'à la fin. Et je l'ai envoyé, donc... Tu l'as envoyé dans plusieurs maisons d'édition? Je l'ai envoyé dans quelques maisons d'édition, dans 3 ou 4, mais leur quota était déjà plein. J'étais comme en novembre, puis ça recommence en janvier. Mais il y a les éditions Distribu Livre qui m'ont accepté, qui ont choisi de faire la route avec moi pour cette expérience. Fait que je suis bien contente. Et parle-moi un peu de ton style d'écriture. Est-ce que tu es une écrivaine qui aime beaucoup décrire les personnages, les environnements, ou il y a plus d'action dans ton écriture? Il y a beaucoup d'action, mais je décris aussi parce que j'aime ça qu'on puisse se faire une image des lieux ou de à quoi ressemblent physiquement mes personnages. Donc, moi, quand je lis, j'aime beaucoup ça. J'ai essayé de reproduire ça dans mon roman. Et parle-moi un peu de ton roman quand même, l'histoire, là, le début, là, sans dire la fin, évidemment. C'est l'histoire de Magali. Magali qui, à son bal de finissant, il se passe une tragédie. Il y a une fusillade. Et sa vie est totalement chamboulée à ce moment-là. Elle perd sa meilleure amie. Et suite à ça, elle doit réapprendre à vivre, elle se fait blesser aussi.
Donc, elle doit se réapprendre à vivre avec ces limitations-là, avec plein d'histoires qui lui arrivent aussi amoureux et aussi beaucoup au niveau de l'amitié. Donc, cette année-là qu'elle vit, c'est vraiment, faut qu'elle y aille un chapitre à la fois, dans le fond, d'où un peu le titre, la fin d'un chapitre. Faut qu'elle réapprenne à se faire confiance et à vivre, finalement. Et là, tu es déjà dans l'écriture d'un autre livre. Dis-moi de quoi ça va parler. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est dans une relation amoureuse assez tumultueuse. Et dans l'histoire, elle va devoir apprendre à se choisir elle au lieu d'essayer de sauver tout le monde. Ça va être ça qui va se passer dans le roman. Alors là, pour ça, on va attendre un petit peu parce que quand même, tu travailles en dehors de ça, là. Dis-moi ce que tu fais dans la vie. Tu n'as pas nécessairement étudié en littérature. Je suis éducatrice spécialisée pour la commission scolaire. Donc, je me promène. Bien là, cette année, je suis dans une école, mais à chaque année, je suis dans des écoles différentes. Donc, pour faire la promotion de ton livre, ça ne doit pas toujours être évident. Hein? Non, mais j'ai eu beaucoup de soutien par rapport au lancement. J'ai eu un bon groupe. Pensé à Cause Abscale? Oui, à Cause Abscale, qui est ma ville natale. J'ai eu un bon groupe d'amis. J'ai eu ma famille qui m'ont vraiment aidé à lancer mon livre. Ils ont eu... C'était quasiment leur lancement, tellement qu'ils ont plus travaillé que moi pour le faire lancer. Et ça a vraiment été un succès. Je suis vraiment tellement contente que ça se soit passé comme ça. Et présentement, il est en vente chez Checksa. Puis dis-moi où on peut se le procurer autrement. Dans n'importe quelle librairie, il peut être commandé. Moi, j'en ai toujours avec moi. Et sur le site Internet des éditions Distribu-Livre. Bon, mais c'est bien. Alors, on te souhaite d'en profiter pleinement des gens qui vont faire des commentaires sur ton livre et puis bonne écriture pour le reste. Merci beaucoup. Nous allons maintenant rencontrer Thérèse Dauteuil, une auteure qui a écrit l'histoire vraie d'un homme natif de Saint-Cléophas et qui a vécu toute une aventure. La voici. Madame Dauteuil, vous êtes une auteure de son premier roman, mais à partir d'une histoire vraie qui est arrivée à Jean-Marc Morin. Dites-moi, qui est le personnage d'abord? Bon, Jean-Marc Morin, c'est un homme qui est originaire de Saint-Cléophas. Ça se trouve être mon beau-frère parce qu'il est marié avec ma sœur, donc c'était plus facile d'avoir des informations. Mais à la base, tout ce que je savais, c'est qu'il s'était perdu 3 jours et qu'on l'avait retrouvé 3 jours plus tard. C'est tout ce que je savais. Mais je me suis dit, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant ces 3 jours-là. Alors, quand je lui ai parlé de mon désir d'écrire une histoire vraie, lui avait quand même commencé à l'écrire parce qu'il voulait quand même en laisser l'histoire en souvenir à ses enfants. Mais je pense qu'il s'était découragé en cours de route et puis il était content que quelqu'un d'autre prenne la relève. Justement, comment vous avez fonctionné pour écrire ensemble? Bon, à la base, lui, il demeure à Rimouski maintenant. Il est originaire de Saint-Cléophas, a travaillé à Fermont. L'événement est arrivé à Fermont. Et maintenant qu'il demeure à Rimouski, c'est sûr que je n'allais pas voyager toutes les semaines pour aller le rencontrer. Alors, on s'était entendu qu'on agirait au téléphone. Et je lui avais laissé une petite enregistreuse. Il s'enregistrait en même temps. Et moi, je prenais des notes. Alors, on s'était donné rendez-vous tous les mardis de 10h à midi. Il me racontait son histoire. Et grâce aux questions, il avait pu se préparer un petit peu d'avance. Donc, il savait un peu sur quel détail appuyer, là. Mais cet événement-là, c'est pas hier que c'est arrivé, là. Ça fait 30 ans. Faut qu'il se remémore tout ça. Ça devait pas être facile. Bon, je dois dire que l'homme en question a une mémoire phénoménale. Et puis, dans les détails, beaucoup dans les détails. Puis c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la mécanique, l'électronique. Il a construit d'ailleurs une télévision. À un moment donné, il avait suivi des cours. Il avait construit sa propre télévision. Et quand il a décidé de faire son avion, son ultra-léger, ses enfants n'étaient pas surpris. Ils savaient que leur père était débrouillard dans le domaine et qu'il était capable de construire son avion de ses mains. Justement, c'est une histoire d'avion. C'est arrivé dans le coin de Fermont. C'est un crash, là. Il a vraiment sombré avec son avion.
Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé dans un endroit où les vents, c'est comme une baie, alors les vents s'engouffraient facilement. Lui, il croyait qu'il aurait le temps de faire son trajet aller-retour sans encombre, même s'il y avait quand même des nuages à l'horizon. Peut-être était un petit peu téméraire, oui, mais il croyait avoir le temps et finalement, ben, l'orage l'a surpris. Il a réussi à s'abriter dans un chalet, à descendre, à s'abriter, mais il est reparti parce qu'il avait en tête un but très précis et puis qu'il n'avait pas grand temps pour réaliser son projet. Donc, ça l'a un petit peu mis dans une situation de danger parce que quand il est arrivé à la baie, justement, les vents ont fait en sorte que l'aile a penché à gauche, puis il l'a redressé, a penché à droite, il l'a redressé. Mais là, c'est la queue qui l'a fait complètement retourner sur le dos. Alors, il fallait qu'il se détache rapidement. Il était, je pense, à 50 pieds. Il y avait 50 pieds d'eau de profondeur. Mais l'avion, quand même, elle flottait un peu là. Donc, il s'est sorti de là, mais il a replongé plusieurs fois pour sauver son bagage. Il n'a pas été capable. Il a sauvé sa carabine, qui était enveloppée dans une cuillerette. Et heureusement, parce que ça lui a servi à sa survie pendant le séjour. Et là, c'était tout près d'une forêt qui avait passé au feu. Oui, il a, je dirais, atterri. Finalement, l'avion a comme accroché le rivage. Bien, il n'était pas encore rendu, là. Il fallait qu'il se rende à la nage pour retrouver le rivage. Et ça a été long. L'eau était froide. Il y avait une combinaison quand même qui était destinée à le retourner tout le temps sur le dos. Okay. Alors, s'il essayait de nager, là, ça ne marchait pas. Il combattait le mouvement et il a dû, à un moment donné, se résigner à flotter sur le dos en attendant d'arriver sur le rivage. Mais il a quand même travaillé fort pour y arriver, là. C'est écrit dans le livre. Je ne pourrais pas tout vous raconter. Je pense que ça a pris 1 heure ou 2 pour se rendre sur le rivage. Et là, il était quand même assez... l'heure était assez avancée, 4h30. Il commençait à faire noir, donc il a fallu qu'il se résigne à se faire un abri. Et comme la forêt avait brûlé, bien, ça l'a aidé, malgré ce qu'il pensait. Il a pu prendre des arbres morts, puis il a pu réussir à se faire une tanière, j'appelle ça une tanière, et la cuillerette de cuir lui a servi de toit. Mais quand même, il me disait qu'il y avait de la petite glace sur les trous d'eau le matin. Donc, il était trempé, là. Il était trempé et il devait survivre toute la nuit dans cet état-là, sans allumettes, sans aucun moyen de se réchauffer. Et à un moment donné, je pense que ses bons esprits l'accompagnaient, et il a décidé, il est très astucieux, le monsieur, il a décidé de se lever. Bien, d'ailleurs, il n'était pas couché, il dormait assis, là, parce qu'il avait entendu des loups au loin. Il y avait un bâton prêt pour se défendre au cas où il approcherait trop. Et il s'est aperçu à un moment donné qu'il y avait de la misère à bouger, il était comme un peu ankylosé. Alors, il s'est levé, il a marché de peine et de misère, mais à force d'avancer, il a réussi à sautiller, puis tous ses muscles se régénéraient presque, là. Et il retournait se coucher, il se relevait pour se maintenir quand même en forme, là, si on peut dire. Et finalement, c'est sa cuillerette qui l'a sauvé. Ben oui, on peut dire. Je ne suis pas sûre qu'on l'aurait retrouvé aussi facilement s'il ne s'était pas agi de sa cuillerette. D'abord, la cuillerette l'a aidé à s'abriter. Elle l'a aidé aussi à se signaler quand il y avait des avions qui passaient. C'est arrivé. Parce qu'elle était blanche. Elle était blanche. Et ça l'a aussi aidé à faire son radeau. Parce que lui, sitôt arrivé, il pensait déjà comment il allait faire pour se sortir de là. Et comme les arbres étaient déjà coupés, il n'y avait pas besoin d'outils, eh bien, il a défait le coton derrière la cuillerette. Et il les a enroulés en tenant sous son pied, il les a enroulés et il a attaché les bio avec ça. C'est ça qui a maintenu son moral au beau fixe pendant 3 jours. Et quand son radeau a été terminé, au bout de 3 jours, il n'y avait pas de vent. La cuillerette lui aurait servi de voile. Il l'a installée
mais il n'y avait pas de vent, aucun vent. Et moi, je me dis, Jean-Marc, ça n'aurait pas tenu ça. Ça n'aurait pas tenu ça. C'était bien mieux qu'ils ne vendent pas. Et c'est là que l'avion est arrivé. Le sauvetage. Le sauvetage, il a arraché la cuirette. Il s'est dépêché d'aller se signaler, mais ils ne l'ont pas vu parce que la cuirette, je pense qu'il ne la voyait pas. Okay. Il a fallu que lui s'arrange derrière un rocher sombre pour que la cuirette fasse un contraste. Et qu'en revenant, l'avion le voit et que là, il lui a envoyé un petit parachute jaune qui contenait quoi? Qui contenait quoi? Le petit parachute jaune, c'était peut-être pas une bonne idée, la couleur, parce que là, c'était presque l'automne, c'était le 9 du 9 1989, donc le 9 septembre, à Fermont. L'automne commençait à s'installer, les buissons étaient jaunes, un peu or. Et lui, dans sa hâte, il s'est dépêché d'aller chercher le petit parachute, mais il ne l'a pas trouvé. Alors, il est revenu sur ses pas, comme c'est un homme quand même assez intelligent qui sait réfléchir. Il s'est remémoré où l'avion l'avait largué et la deuxième fois, il l'a trouvé. Okay. Et c'était une radio avec les instructions. C'était pour communiquer avec lui parce que dans ce temps-là, en 1989, il n'y avait aucun moyen de communication. Aucun. Mais il y avait ça, au moins. Au moins, là, il pouvait communiquer avec l'avion. Alors, la première question, c'est est-ce que vous êtes en santé? Avez-vous des blessures? Est-ce que tout va bien? Alors, ils l'ont entretenu comme ça jusqu'à temps qu'il fasse venir l'avion d'Halifax, un gros hélicoptère qui avait deux hélices grosses. Et eux étaient équipés pour envoyer un treuil. Il y avait un homme qui descendait, qui remontait Jean-Marc avec lui. Mais eux n'étaient pas équipés, donc il fallait qu'ils attendent que l'autre avion arrive et il fallait qu'ils maintiennent le moral de l'homme pendant ce temps-là, parce que s'ils étaient repartis... C'est la fin. Je ne suis pas sûre que Jean-Marc aurait, malgré qu'il a c'est un bon optimiste puis il a bien la confiance, mais c'est eux autres, de toute façon, c'est dans la procédure. Ils demeurent là pour veiller sur le rescapé. Donc, dans cette entrevue, on ne dira pas tous les détails. Votre livre est disponible chez Checksa? Oui, c'est ça. Vous pouvez toujours le trouver là. Et je suis aussi avec les communications Arsenault à Rimouski. Alors, sur Internet, vous pouvez communiquer avec eux. Ils peuvent vous envoyer le livre. Et je fais partie aussi du regroupement des écrivains du fleuve. Alors, mon livre est répertorié aussi là. Et vous pouvez toujours communiquer avec moi au 629-3598. Et puis, on va dire aussi votre maison d'édition que vous avez inventée. Bon, je me suis inscrite à compte d'auteur. Mais je tenais à avoir mon nom d'édition personnel. Alors, j'ai appelé ça Terre d'eau. On se demande pourquoi. Thérèse d'Auteuil, Terre d'eau. Alors, c'est un beau cadeau à se procurer pour les fêtes, justement. Et puis, c'est toujours le fun, quelqu'un de Saint-Cléophas qui raconte sa vie comme ça. Alors, merci beaucoup d'avoir fait ce beau travail pour lui. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous raconter tout ça. Mais il reste encore des détails importants dont je n'ai pas parlé. Ils ne sont pas moindres. Dont un livre qui est en train de s'écrire pour une suite, en quelque sorte. Oui, je me suis laissé un petit air de sortie. Dans le livre, j'en parle un peu. C'est encore dans la famille Morin. C'est arrivé à Jean-Marc, qui était présent dans l'histoire quand il avait 9 ans, alors que sa petite sœur s'est perdue. Toute une nuit de temps, on l'a cherchée. Elle avait juste 3 ans, elle était d'avoir 4 ans. Et c'est là qu'on voit, à cette époque-là, l'entraide qui arrivait quand les familles avaient des épreuves, finalement. C'est vraiment formidable de voir le nombre de personnes qui attendaient pour savoir qu'est-ce qui allait arriver à la petite fille. Et elle a été retrouvée d'une façon vraiment extraordinaire que je ne dévoilerai pas ici. Alors, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite que ça soit connu partout, ce livre-là. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous dire au prochain livre.
C'est ce qui complète cette dernière émission de 2018. Au nom de toute l'équipe de la TVC, je vous souhaite du bon temps en famille et entre amis. Surtout, ayez une pensée pour ceux et celles qui sont seuls et rendez-leur une petite visite. Ça vaut tous les cadeaux du monde. Et si vous tenez vraiment à offrir le plus beau des cadeaux, pensez aux 20 fromages de la TVC. Pour ce qui est du Télébingo, vous pourrez rejouer seulement en 2019, soit le 6 janvier, avec 1 200 $ en prix. Joyeuses fêtes à tous et soyez prudents. À l'an prochain. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.